Vous écoutez Les Voix de la réussite, un podcast qui célèbre la diversité des parcours professionnels et des histoires inspirantes de notre communauté. Rejoignez-nous pour explorer les voies authentiques de ceux et celles qui ont surmonté des défis et réalisé leurs rêves. Présenté par Jonathan Laplante de l'entreprise Le Répertoire, connectez-vous à la richesse des talents de notre région. Cette émission est enregistrée dans les locaux de la SADC Saint-Hyacinthe-Acton. Bonne écoute. Bienvenue au podcast Les Voix de la réussite. J'ai avec moi Yann Loranger, un apiculteur de Roxton Falls, qui est cofondateur de l'entreprise iBeam, qui regroupe apiculture et biofarm. Ça fait beaucoup de choses en partant. Écoute, je voulais t'inviter, ça fait vraiment un petit bout. J'avais le goût d'avoir une conversation avec toi parce que ton univers est vraiment fascinant. Puis, si c'est fascinant, il y a des questions qui viennent avec. J'aimerais ça qu'on commence par peut-être juste nous démystifier un peu là, les trois noms d'entreprise. C'est comment ça fonctionne? Oui, Jonathan, merci beaucoup déjà de l'invitation. Moi aussi, j'avais vu l'invitation depuis longtemps. Là, on avait hâte de se voir. Depuis 2008, là? Peut-être pas à ce point-là. Donc, oui, les trois entreprises, dans le fond, c'est deux entreprises et une marque de commerce. Moi, tout a commencé avec Hapiculture quand je vivais au BC à l'époque. J'ai vécu au BC comme 16-17 ans. Là. J'étais parti de là-bas. J'avais quitté mes racines de Sainte-Christine, donc vraiment, vraiment local d'ici à l'époque, quand j'avais entre 16 et 17 ans. J'ai passé comme justement entre 16 et 17 ans là-bas. Puis c'est là-bas que j'ai fondé Hapiculture, qui est donc l'entreprise de départ. Puis là, j'avais déjà des abeilles à l'époque, tout ça. C'est là que j'ai commencé à connaître l'apithérapie. Ça veut dire la thérapie là, en utilisant les produits de la ruche. Ça veut dire œuvrer pour la santé avec les produits de la ruche, on va dire. Puis finalement, je suis revenu au Québec en 2017, en octobre 2017. C'est quand même récent. C'est relativement récent, oui. À Roxton. Puis là, c'est là à Roxton Falls que je suis revenu avec ma conjointe à ce moment-là, Isabelle Rabat. Puis là, du coup, c'est ça. Isabelle, elle avait joint l'équipe à Hapiculture avec les abeilles, tout ça. Tu l'as rencontré là-bas? Non, étrangement, je l'ai rencontré à Montréal. C'est une longue histoire, par contre. On a passé d'une heure pour en parler. Ouais, mais c'est dans des visites, dans des rencontres à Montréal là, que ça s'est passé comme ça. Vraiment voilà. Dans mes retours au Québec pour visite familiale, ça a donné comme ça. Donc, très, très belle rencontre. Mais voilà, donc finalement, Hapiculture, entreprise d'abeilles, c'était comme ça. Mais avec le temps, moi, j'ai vraiment commencé à me passionner de plus en plus pour l'apithérapie. Là. Ça veut dire les produits de la ruche pour la santé. Et on a fait beaucoup de choses, en fait. Entre autres, en 2016, j'avais cofondé l'Association canadienne d'apithérapie. Je suis vraiment partie des trois cofondateurs de ça. C'est une association canadienne d'apithérapie. Et puis, à travers cette association-là, on a connu beaucoup d'autres associations dans le monde. Parce que pour l'apithérapie, là, il y a des associations, en général, une par pays, des fois deux. En France, il y en a deux, etc. Mais bon. Puis là, j'ai connu plein de gens, des spécialistes, des médecins, toutes sortes de gens, d'un réseau de gens qui utilisent les produits de la ruche pour la santé à travers le monde, à travers toutes sortes d'associations. Entre autres, il y a deux de ces personnes-là qui étaient membres, eux, de l'Association francophone d'apithérapie, qui est une des deux en France, qui ont eu envie de travailler avec nous, puis de vraiment unir nos forces entre France, Québec, Canada, disons. Là. Ils ont vraiment eu envie de faire ça. Puis là, on a créé une autre entreprise qui s'appelle Biofarm, dans laquelle on est 4, donc Isabelle, moi et nos 2 associés de France, donc Nicolas et Philippe. Et puis donc, ça, c'est Biofarm qui est né comme ça. Fait que ça, c'est la partie comme recherche. Au niveau de l'apiculture. Là. Exactement, parce que Nicolas Cardino, lui, c'est un des plus grands chercheurs, en fait, au niveau mondial, en termes de produits de la ruche pour la santé, spécialité propolis, là, vraiment, qui est une résine des abeilles. On en reparlera sûrement plus tard. Ça faisait partie de mes questions. Je présume, oui. Du coup, c'est ça. Nicolas, lui, il est très spécialisé dans ça. Puis Philippe, lui, il est aussi il utilise l'apithérapie régulièrement, mais dans le monde vétérinaire. Du coup, c'était vraiment intéressant. On va chercher l'aspect recherche, puis du coup, l'aspect recherche vétérinaire en même temps. Fait que ça a été ça, vraiment, Biofarm, c'est d'aller solidifier notre pôle recherche. Puis, par la suite, des années après, on s'est rendu compte qu'il fallait unifier tout ça d'une certaine façon pour l'image en général, là, pour que les gens puissent nous retracer plus vite. Et très bientôt, tout ce que l'on entendra au public, ce sera iBeam. iBeam. Et c'est vraiment ça. Donc, c'est I-B-E-E-M, iBeam. Et ça, en fait, c'est la marque de commerce qui, juste pour la clarté, appartient à Hapiculture. Donc, c'est canadien-québécois à 100%. Et donc, tous les produits que Biofarm fait passent par cette marque de commerce-là. Donc, ça unifie les deux. Puis maintenant, en général, on va parler de nous comme
iBeam uniquement, ce qui est la marque de commerce quelque part, là. Mais voilà, c'est ça un peu la démystification de nos 3 noms. Enfin, je comprends. Ça y est. Je comprends mieux. Mais c'est Oui. parce que je vous ai connu avec Apiculture. Fait que moi, dans ma tête, c'était comme ça l'entreprise. Tu sais. Puis c'était après, là, OK, il y a un autre nom. Ah, il y a un nom là. Fait que là, qu'est-ce qui est quoi? Tu sais, mais je pense que c'était bon qu'on puisse en parler. Oui, c'est un peu tricky parce que quand on est dans le monde de la recherche, on est un petit peu habitué, dans le fond, à avoir des différentes entreprises comme ça, parce qu'il y en a une comme Biopharm, c'est vraiment toute la propriété intellectuelle de la recherche, elle se trouve là. Mais tout ce qui est développement produit, nous, nos abeilles, tout le travail d'apiculture, tout ça, toute la mise en marché, c'est apiculture comme telle. Puis je trouvais c'était intéressant parce que pour moi, c'était comme un peu compliqué. Puis à un moment donné, on a eu, justement, grâce à un soutien de la MRC d'Acton, on a réussi à rentrer dans le CNRC, donc le Conseil national de recherche du Canada. OK. Et puis, donc là, on a reçu leur soutien. Puis là, je me suis rendu compte qu'ils étaient super habitués à ça, en fait, puis que c'est vraiment normal, puis qu'on a assez bien monté la chose au bout de la ligne. Fait que c'était très rassurant. Fait que donc, notre cas est quand même normal pour une entreprise qui fait de la recherche comme ça. Je trouvais ça intéressant d'avoir une belle confirmation comme ça. C'est bon. Parce que c'est-tu la façon que tu mets en. Comment je faisais ça? Brander l'entreprise, est-ce que ça complique quelque chose, le fait que ça soit au niveau de la recherche? Ah ben c'est ça, c'est des types d'entreprises un peu différentes. Tu sais, on va chercher c'est des subventions différentes, c'est des mondes différents. Là, c'est pas les mêmes fonctionnements, c'est pas les mêmes assurances, c'est pas les mêmes. Tout est différent. Fait que ça fait beaucoup, beaucoup de sens en fait d'avoir mis ça en deux. Je comprends. Fait que De là, c'est ça. au niveau en tout cas gestion, je me suis rendu compte plus tard que c'était un très bon choix. Fait que je l'ai gardé, j'étais content. Ah ouais, c'est plus simple. Là. Ouais. Tu as parlé que tu es allé au BC. Y a-tu quelque chose à travers ton aventure qui t'a changé Ah oui, à travers ça? mais comme sérieusement, là, pour moi, c'était majeur. En fait, moi, on va dire j'étais encore un ado, là, à 16 ans. On pourrait dire que c'était encore un peu ado, là, en tout cas, ou très, très, très jeune adulte. Là. Ben, je te C'est ado, confirme hein? que moi, ça me va que tu dises ça parce que je pense que des fois, je le suis encore. Fait que- Ben, c'est ça. Exactement. Bientôt 40 ans, je pense que je le suis encore. Ouais, fait que j'étais du genre à me chercher vraiment gros. Tu sais, à l'école, moi, j'avais une certaine facilité à l'école, mais de là à choisir quoi étudier, là, j'avais beaucoup, beaucoup de difficultés. Fait que là, je me cherchais comme beaucoup. J'étais motivé dans la vie, là, c'est juste que je voyais pas le chemin, tu sais, je le voyais pas. Fait que j'étais allé au BC, j'étais allé en Colombie-Britannique, puis là, j'étais allé à c'est vraiment spécial, c'est un centre en éducation, puis qui vraiment, qui ouvre des volets, on va dire, le terme qui est utilisé là-bas, c'est holistique. C'est-à-dire qu'il a tendance à nous faire comprendre qu'en reliant les différents domaines, je donne un exemple qui s'applique justement à iBeam. Disons qu'on prend agriculture, environnement, santé, recherche scientifique, et tu connectes tout ça ensemble. Tu sais, c'est le côté interdomaine. Là. C'est vraiment le côté de lier tous les domaines, puis d'aller chercher vraiment le meilleur de tous ces mondes-là, puis de OK. dire, en reliant tout ça ensemble, puis en connaissant vraiment tous ces domaines-là assez bien, on va chercher vraiment des solutions que sinon, quand on est isolé dans un coin, on ne va pas trouver ces solutions-là. Fait que moi, je suis vraiment allé étudier dans un endroit comme ça, finalement, au BC. Et c'est de là que l'inspiration des abeilles avec la santé et puis l'environnement, parce qu'on a des projets environnementaux, on a des projets de santé, on a des projets vraiment d'apiculture, de production alimentaire, on a vraiment plusieurs volets. On n'est pas une énorme entreprise, mais quand même, on est assez diversifié dans ce sens-là. Et ça, cette façon de voir-là, je l'ai vraiment reçue là-bas. Ça m'a vraiment aidé à me dire, OK, parce que moi, justement, je trouvais que quand on va juste dans un petit secteur, un petit coin, on est comme trop surspécialisé. Puis au bout de la ligne, la big picture, tu sais, la vision large de tout, là, on la rate un petit peu. Puis ça m'a toujours fait de quoi. Fait que je me disais, là, je suis allé à un endroit qui m'a vraiment donné cette vision-là. C'est justement là-bas que toute cette vision-là de l'apithérapie, quand j'ai compris que l'apithérapie, les produits de la ruche, avaient un potentiel de santé, je me dis, oups, là, il y a quelque chose à faire. Puis là, on peut tout relier ça ensemble. C'est quelque chose qui t'intéressait déjà, mettons, au niveau de la santé, ou c'est vraiment arrivé en même temps que tout ça? Ben, en fait, Parce que mon tu partais pas intérêt- là-bas pour ça. Là. Pas du tout, là. Moi, j'allais là-bas, puis c'était comme... je me cherchais plus qu'autre chose. Mais finalement, je trouvais ça super intéressant, cet institut-là. Puis c'est là que mon intérêt pour la santé, par exemple, a popé. Tu sais, je trouvais ça vraiment intéressant, la santé comme telle dans l'absolu, mais je ne m'y connaissais pas du tout. Ouais, de là à dire que Je travaillerais que comme tu aies un là-dedans. focus là-dedans maintenant. Tu sais. Je le voyais pas vraiment. OK. Mais là, en ayant cette sensibilisation-là, c'était super intéressant. Puis là, tous les aspects deviennent intéressants. Tu sais, que ce soit la science, la communication, même le côté artistique là-dedans au bout de la ligne.
il y a aussi son intérêt. Fait que là, j'ai développé j'ai eu beaucoup d'expériences de travail très, très variées justement là-bas. C'est là que je me suis dit, oh, on peut faire quelque chose d'exceptionnel. On peut vraiment faire attention que tous les critères soient respectés. C'est possible. Tu sais, souvent, on voit quelque chose, on voit une initiative, puis on se dit, c'est très bon pour ça, mais pour tel autre aspect, c'est un peu moyen. Puis moi, je me disais, je veux quelque chose qui rassemble pas mal tout, tu sais, qui est fort de tous les côtés. Ça se démarque. Ça a été un gros push pour moi. Là, ça a vraiment changé. Sinon, iBeam n'existerait pas comme il est aujourd'hui, là, aussi diversifié que ça. Voilà. Y a-t-il un moment où les abeilles ont changé ta vie? C'est-tu à travers cette passe-là de ta vie ou il y a un moment plus particulier? Ben, là où j'ai allumé, en tout cas, pour tout ce qui est apithérapie iBeam, c'est vraiment... moi, j'étais déjà apiculteur. Donc, dans ma diversification Avant des d'aller choses... là-bas? Non. OK, là-bas, OK. parce que j'ai passé un bout de temps là-bas. Là. Donc, à un moment donné, là-bas, j'ai été apiculteur. Je fais toutes sortes de choses. Là. J'ai vraiment des choses très, très variées. J'ai fait de la construction éco, j'ai fait plein... Genre, name it, il y a des grandes... J'ai été pompier volontaire. C'était vraiment l'idée, OK, c'était ouais, l'aventure était bonne. diversifier. Ah oui, vraiment, vraiment. Là. J'ai fait beaucoup de choses différentes. On avait le plus gros jardin bio de la région, la plus grande école de musique de la région. J'ai fait vraiment beaucoup de choses variées dans ce sens-là. Là. Mais le bout où je me suis dit, ça, je peux m'y intéresser, travailler dans ça, puis je peux mettre beaucoup d'énergie pendant des années et il y a vraiment un avenir, c'est que, bon, j'étais apiculteur et là, je me fais inviter par un ami de Toronto qui me dit, il y a une grosse conférence à Surrey, au BC, sur l'apithérapie. C'est un grand spécialiste mondial. Il n'est jamais venu au Canada. Ben, il était déjà venu une fois, mais ça fait très longtemps. Puis bon, là, il était invité, il donnait une grosse conférence. Puis il m'invite là-bas. Il me dit, je te paye le billet, viens, on va là-bas, puis tu vas voir, c'est le fun. Il me dit ça comme ça. J'arrive là-bas, puis là, je commence à écouter, puis je me rends compte du niveau d'intérêt, on va dire, pas juste scientifique, de la communauté scientifique envers les produits des abeilles, mais aussi le niveau de complexité des produits de la ruche, puis, tu sais, je pourrais dire comme de pureté, dans le sens que c'est vraiment des produits très propres. C'est impressionnant comment ça peut être utilisé après pour plein d'applications. C'est un produit qui se lave les mains. Et qui se lave les mains. Non, mais qui est... Ben, je veux dire, la parenthèse avec ça, c'est les murs d'une ruche à l'intérieur, ils ont moins de bactéries que les murs de nos maisons parce qu'ils mettent de la propolis partout puis c'est antibactérien. C'est pour dire, j'avais pas compris, je travaillais déjà avec des abeilles, mais je n'avais pas compris à quel point c'était exceptionnel ce que j'avais sous les mains. C'est la première fois que dans les j'entends ça, ce que ruches. tu viens de dire là. C'est intéressant, ça. Ben, c'est ça. Moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, wow, il y a quelque chose de spécial. Là. Moi, mes parents avaient une ferme laitière, là, donc je connais bien les animaux, j'étais à l'aise en agriculture. Ça, c'est un domaine que je maîtrisais facilement, rapidement. Mais de comprendre, hop là, chez les abeilles, il y a vraiment des choses qu'il n'y a pas ailleurs. Dans les autres choses agricoles, on ne retrouve pas ça. Puis là, je me suis dit, hey, l'intérêt santé Il y a est quelque vraiment chose sérieux. d'unique. Là, ça m'a touché. Puis il y a d'autres points de vue comme ça qui m'ont vraiment fait qui m'ont vraiment changé ma façon de voir, puis qui m'ont dit les abeilles, c'est quelque chose. Je peux peut-être en nommer un autre tout de suite. Ben oui. Par exemple, la façon de se nourrir. On entend de tout là, en nutrition. Il y en a qui c'est sont. fou, c'est mélangeant. On est vegan, on est végétarien, on est je sais pas quoi. Là. Il y a toutes sortes de possibilités. Là. Keto. Keto, ben oui, keto. Juste, carnivore strict, là, Oui. dans le sens, c'est juste la Aussi. viande. Il y en a vraiment beaucoup. Là. Il y a vraiment plein de Je suis choses. sûr qu'on en échappe. Là. Exactement. Puis, tu sais, on sent que dans l'humanité actuelle, il y a comme une recherche de sens liée à la nutrition. Puis ça, moi, j'étais sensible à ça, parce que comme, justement, là où j'étais, dans cet institut spécial-là, on était sensibilisé à toutes sortes de choses. Fait que ça aussi, j'avais été exposé à ça, toutes ces différentes possibilités-là, de comprendre d'où ça vient, c'est quoi un peu le mindset autour de ça et tout. Et là, quand j'ai compris que les abeilles, pour se nourrir, elles changeaient complètement l'équation que tout le monde a en tête habituellement. Je m'explique. En général, on veut manger. On pense quoi? On doit prendre une forme de vie, quoi que ce soit là. Que ce soit une feuille, un animal, que ce soit une racine, n'importe quoi. Une pinotte. Une pinotte. On mange quelque chose, du lait, tu sais. On mange quelque chose du vivant, qui vient du vivant. On l'absorbe. Ça nous nourrit, nous. Tu sais, on prend un bout du vivant, on l'enlève, on va dire, parce qu'on le mange. Il est encore vivant, mais tu sais, en nous. Là. On le transforme en énergie. On le transforme en dedans, puis là, ça nous donne de l'énergie pour continuer. Fait qu'en gros, on consomme quelque chose du vivant, puis là, nous, on le prend en gros. Puis ça nous fait vivre. Disons, on pense à peu près comme ça en général. Qu'on soit dans n'importe quel régime, c'est ça qu'on a en tête pareil. Les abeilles, elles, c'est différent. Elles vont sur les plantes, puis elles ne détruisent absolument rien.
elles ne détruisent pas une feuille, pas une racine, pas un tronc, rien. Elles détruisent rien. Puis non seulement elles détruisent rien, ça veut dire qu'elles n'absorbent pas une forme de vie qu'elles prennent pour elles-mêmes. En fait, elles génèrent la vie parce que quand elles vont chercher leur nourriture, elles vont polliniser les plantes. Fait qu'en fait, comme elles sont pollinisées, les plantes, elles vont se reproduire par les graines qui vont sortir des fleurs pollinisées, des fruits éventuellement, puis tout ça. Donc, en fait, quand elles se nourrissent, elles ne retirent pas une partie du vivant, elles en ajoutent. Donc là, l'équation est complètement changée. Ça aussi, c'est quelque chose qui, pour moi, ça m'a dit, wow, là, il y a une réponse, que les gens qui sont en quête de nourriture parfaite, écologique, tout ce que tu veux, on n'a jamais été jusque-là. De se dire, quand je me nourris, je multiplie la vie plutôt que d'en enlever une partie. Avant, on se disait plus, j'essaie d'enlever le moins possible. Tu sais, genre le genre vegan, végétarien, c'est un peu ça. Alors que là, les abeilles, c'est pas ça. L'équation est complètement inversée. Plus je me nourris, plus j'augmente le vivant, sans enlever rien de l'équation. Quand j'ai compris qu'elles mangeaient comme ça, puis que leur écosystème, elles, c'est ça naturellement, je me suis dit, oh là là, les abeilles, il y a quelque chose là-dedans d'un peu, c'est comme avancé. Là, écoute, je vais paraître niaiseux. Oui. Je t'écoute, là. Puis je suis comme, on dirait que j'ai comme jamais réalisé qu'est-ce qu'ils mangent finalement. Ah, OK. Qu'est-ce qu'ils mangent? Je viens comme si moi dans ma tête, ils font du miel, ils vont chercher du pollen. Jamais je me suis arrêté à dire comment ils font leur énergie. Tu sais. Là, je comprends, mais tu as le décrit. Alors, les abeilles, dans le fond, elles vont uniquement sur les fleurs. Donc, déjà, là, justement, par rapport à notre nutrition habituelle, déjà, les abeilles ne s'intéressent. Il y a des micro-exceptions, là, mais le 99%, c'est uniquement sur les fleurs. Donc, déjà, c'est subtil. Là, les fleurs, c'est comme une partie qui fleurit. C'est pas là à l'année longue, c'est quelque chose de très particulier. Là. C'est déjà très subtil, les fleurs. D'ailleurs, on aime ça, on trouve ça beau, ça sent bon. C'est éphémère aussi. Déjà, ils vont sur ça. Mais là, ils ne vont pas manger la fleur, on s'entend. Ils vont sur la plante, puis ils vont récolter deux choses principalement. Donc, le nectar, qui est un petit liquide sucré que les fleurs ont comme appris à sécréter pour attirer les pollinisateurs. Hein? Donc, le nectar là. J'allume là. Hein, c'est bon. Mais pas seulement ça, ils vont aussi ramasser le pollen qui est à la surface. Le pollen, c'est rien d'autre que les gamètes mâles, là, le côté reproductif des plantes, mais côté mâle. Elles vont récolter ça, puis les petites pelotes qu'on voit sur leur patte arrière, là, c'est du pollen, en fait. Puis ça, ils en mettent beaucoup même. J'en ai filmé souvent, puis ils repartent là, avec un bagage plein. Là. Exact. Ça, c'est disons, donc tout le nectar, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont transformer ça en miel. Fait que c'est leur source, on va dire, de glucides, là, de sucre, on va dire. Puis tout ce qui est pollen, ça va être la part en protéines, vitamines, tout le reste, en fait. Tout le reste, ça vient du pollen. Et cette nourriture-là, avec ces deux éléments-là, ils ont tout. Donc, on comprend qu'ils vont sur les fleurs, ils détruisent même pas la fleur, ils prennent juste quelque chose que la fleur fait exprès pour elle. C'est un échange, en gros. Ouais. Ils se font un petit échange. Ils prennent du pollen, mais ils ne le prennent pas au complet. Évidemment, ils pollinisent les fleurs en même temps. Et donc, ils enlèvent vraiment rien. Ils arrachent rien aux plantes. Et ils pollinisent en même temps. Tu vois, cette équation-là. Puis c'est avec le nectar qu'ils vont prendre leur énergie, puis après ça, comment on dit ça? C'est pas ils régurgitent pas. Ben écoute, ça ressemble à ça. La réalité physique, là, c'est qu'ils ont ils ont un jabot, là, qu'on appelle, c'est comme un petit estomac. Ils ont une coupe d'estomac, mais disons, ils ont un estomac pour ça. Et donc, du coup, ils vont ingurgiter le nectar. Puis du coup, ça, c'est important parce qu'ils vont ajouter des enzymes qu'ils ont dans leur jabot pour que le nectar, doucement, aille vers sa transformation en miel. Fait que c'est important qu'ils l'ingurgitent. Ils retournent à la ruche, remplis. Eux, remplis donc de nectar dans leur jabot, puis remplis de pollen dans les corbicules, là, les petites pochettes qu'ils ont sur les pattes. Là. Puis là, ils retournent à la ruche. Là, ils donnent le pollen à des ouvrières qui attendent juste ça. Ils prennent le pollen, puis ils vont le placer dans les alvéoles pour nourrir les bébés. C'est beaucoup la nourriture des bébés, le pollen. Puis le nectar, elles vont effectivement, comme tu as dit, un peu le régurgiter quelque part de ce premier estomac-là. Là. Elles vont le régurgiter et ils vont le donner à une autre qui va refaire la même chose, qui va l'ingurgiter à son tour. Parce qu'elle va ajouter des enzymes. Ça me fait penser aux fourmis quand je me souviens plus du nom, mais il y a une fourmi particulière dans un tunnel, elle s'installe, il passe, puis il donne la nourriture. On dirait ce principe-là un peu. Je suis moins familier avec les fourmis, mais ça ne me surprendrait pas du tout. Okay. Fait que là, du coup, ils vont faire ça, mais ils vont faire ça comme une bonne dizaine de fois. Parce qu'en faisant ça, chaque abeille va absorber un peu de l'eau. Fait que ça enlève un peu de l'eau du nectar. Puis en même temps, ils ajoutent à chaque fois plus d'enzymes. C'est comme un filtre. Ben, c'est un filtre, c'est une façon de processer la chose. C'est un mode de transformation alimentaire, on va dire.
Fait que là, du coup, une fois que c'est prêt, ils vont le mettre dans les alvéoles, puis c'est là qu'ils vont le laisser évaporer puis mûrir le miel. Quand il y a assez d'eau évaporée, la concentration est bonne, ils vont sceller avec de la cire sur le dessus avec une opercule de cire. Puis ça y a du miel qui est prêt, qui va durer des milliers d'années. C'est une nourriture qui se conserve là, vraiment longtemps. Là. Ben ouais, on entend souvent parler de ça, puis c'est à quel point c'est éternel. Écoute, moi, l'histoire la plus spéciale que j'ai entendue de ça, c'est qu'ils en ont trouvé donc sous les pyramides en Égypte, qui avait 4000 ans environ. Ouais, ça me dit de quoi, Il était encore bon. C'est sûr que la subtilité de sa saveur était éventée, on pourrait dire, mais c'était consommable. Là. C'était quand même parce que il y a beaucoup de sucre quand même dans le miel. Là, on ne peut pas se cacher de ça. Là. C'est vraiment beaucoup de sucre. Puis le sucre conserve très bien quand c'est en quantité comme ça aussi élevée. Donc, mais ça doit être aussi la façon de le conserver qui doit aider. Là. oui, dans la cire scellée comme ça, c'est très OK. bien. Là. Parce C'est que, vraiment bon. exemple, une cuillère de miel que tu laisserais à terre. Ah Et oui, puis non, mais c'est ça. personne, qu'aucun T'as insecte, raison. aucun animal en mangerait. Est-ce que. L'humidité va rentrer. Il y a un échange d'humidité dans le miel. Donc là, si l'humidité augmente trop parce que dans l'air, il y a trop d'humidité, par exemple, ben là, il va se mettre à fermenter. Puis là, il y a aussi OK. des ferments, toutes sortes de levures qui vont aller dedans, peut-être des moisissures. À un moment donné, s'il y a trop d'eau, s'il compte. C'est vraiment une question de pourcentage d'eau là, qui fait que ça se conserve si bien. Puis aussi à quel point il est protégé des ferments, des levures, des moisissures qui sont dans l'air. Fait qu'il y a quand même un équilibre à respecter d'une certaine Oui, façon. Là. tout à fait. Mais mettons qu'on se parle d'un pot traditionnel, qu'on achète du miel, il devrait être bon Très longtemps. très longtemps. À moins qu'on rajoute des choses dedans sans faire Ouais, exprès. non, Là. c'est ça. Oups, j'ai pris la cuillère de Nutella, j'ai mis dans. Ouais, des choses Mais semblables. mettons là. un miel pas toujours peu, là, Oui, qui n'a oui. pas eu d'impureté dedans, il devrait être conservé. Vraiment longtemps, oui. OK, c'est bon à savoir. Ah oui, très long. Super. Puis si on parle, parce que là, tu as parlé beaucoup de ton parcours, mais on peut peut-être aller dans les bienfaits parce que ça aussi, ça m'intéresse, puis ça fait partie beaucoup de tes recherches, là, mais au niveau de l'apithérapie, c'est quand même large, j'imagine, Très large. parce que ça peut être au niveau, pas juste du miel, mais tu parlais de pollen, ça peut être, c'est pas nécessairement consommé aussi, je veux dire, l'apithérapie. Est-ce que les crèmes, tu sais, il doit y avoir plein d'affaires? Là? Il y a beaucoup de choses. Là, il y a différentes catégories. Il y a des choses qu'en ce moment au Canada, c'est comme légal. Puis il y a des choses qui sont pratiquées juste dans d'autres pays. Ici, on ne fait pas. Je donne l'exemple là, du venin d'abeille, par exemple. T'sais, nous, on ne touche pas à ça parce que c'est illégal, mais on C'est peut. illégal, OK. Au Canada, on ne va pas faire d'injection de venin d'abeille, mais c'est quand même connu. Il y a des pays qui vont l'utiliser. La Turquie, la Chine, par exemple, sont des grands utilisateurs. Il y en a d'autres. Je sais qu'à Cuba aussi, il y en a qui travaillent avec ça. Il y a des dentistes qui utilisent le venin d'abeille dans certains traitements. OK. Moi, Ça sert à quoi? j'ai fait des expériences sur moi-même en passant. Ah ouais? Hein. Donc, tout ça, je le nomme. Puis c'est pas juste intellectuel, là, je le sais. Donc, t'es un criminel, non? Je suis criminel sur moi-même, on va dire. Mais vraiment, c'est extraordinaire. Quand tu as accès à une ruche puis tu connais les possibilités, tu as presque l'impression que tu peux traiter la plupart des choses. Pas tout, évidemment, on s'entend. On va pas commencer à jouer au charlatan. Là. Ouais, tu peux pas repousser un membre perdu. Là. Non, ça, non. Ça, j'ai jamais. C'est pas rendu là. J'ai jamais eu à l'essayer non plus. Non, je rigole. Non, absolument pas. Mais tu as vraiment beaucoup, beaucoup d'options. Là. C'est très rare qu'il y a quelqu'un comme un problème, un mot, une maladie, quelque chose, puis qu'il n'y a rien qu'on peut faire d'aucune façon. En général, il y a toujours un des éléments de la ruche qui va être utile. Les principaux, là, on va les nommer. Tu as ceux déjà qui viennent des plantes. Donc, le miel, ça vient du nectar des plantes. Le pollen, ça vient du pollen des plantes. Et la propolis qui vient des résines des plantes que les abeilles vont récolter puis transformer. C'est celle-là que j'ai l'impression que les gens connaissent probablement moins. Ils connaissent moins. Et pourtant, c'est elle qui a de très loin le plus d'applications. En plus, la plupart vraiment légales. C'est extraordinaire. Là. Pour moi, personnellement, c'est mon produit préféré de la ruche de loin en plus. OK. Avec mes expériences en plus, là, c'est comme évident. Là. Pour moi, la propolis, c'est vraiment un game changer. Là. Ça change la donne au niveau des utilisations des produits de la ruche pour la santé. Tu as beaucoup d'applications. On parle facilement d'une 50aine d'applications différentes, facilement. C'est très impressionnant. C'est plein de polyphénols, pour dire, ces résines-là, que les abeilles vont transformer. Ils vont, avec leur salive et tout ça, ils vont augmenter la quantité de molécules qu'il y a dans la propolis par rapport à juste la résine qui vient des plantes, parce qu'ils vont la transformer. Donc, c'est vraiment intéressant, la propolis des abeilles comme telle. Tu m'en as fait goûter, je crois, ça, quand j'ai fait un tournage. On était dans une ruche, puis il me semble que vous m'en avez fait goûter. C'est sûr, c'est certain. Moi, ça me dit de Ça quoi? goûte un peu amer. C'est pas du tout nutritif, là. Ceux qui pensent au miel, ça goûte pas sucré du tout. C'est la résine qui me fait C'est de la résine, là. Ouais. C'est de la résine, puis ça vient de différents arbres. Hein. Les abeilles vont aller sur différents arbres. Au Québec, principalement, ça va être peuplier, mais il y en a d'autres aussi. Là. Il y a des conifères.
Il y a du bouleau de temps en temps. C'est des résines qu'il y a souvent sur les bourgeons des arbres. Puis ils vont récolter ça. Puis ils vont vraiment tapisser l'intérieur de la ruche au complet. C'est incroyable. Ils vont tapisser l'intérieur de la ruche de propolis parce que la propolis est antibactérien, antiviral aussi. Fait qu'eux autres, si on réfléchit à ça, c'est comme conscient de leur part, d'une certaine façon. Fait qu'eux autres, c'est vraiment à titre, comme tu dis, antibactérien. Puis en même temps, ça a-tu même un effet isolant sur leur ruche? Ça a-tu un... Scellant, mais pas isolant. OK, scellant. Pour sceller, c'est en repère. Parce qu'une fois que c'est mis en place, ça colle. En anglais, ils appellent ça bee glue, là, colle d'abeille. Donc, ça colle énormément. Ça scelle super bien. C'est vraiment un scellant naturel. Et il arrive à partir à une autre entreprise pour faire de la colle. Ben, tu rigoles, mais il y a toutes sortes de possibilités qu'on pourrait faire, mais là, il y a d'autres priorités avant. Oui, la santé, c'est la santé, exactement. Oh, exactement. Ouais. Les options santé sont beaucoup plus importantes puis en besoin. On parlera peut-être de certaines études précises, là, mais il y a vraiment des choses importantes à régler avant les scellants. On a d'autres options pour les scellants, on va dire, pour le moment. Mais voilà, les abeilles l'utilisent comme un scellant. Je donne un exemple qui est vraiment ahurissant. Certains ont déjà vu ça. Une souris entre dans une ruche l'hiver parce qu'elle a froid, puis dans une ruche, il y a de la nourriture. Elle va manger souvent le pollen, elle peut manger même des abeilles, elle peut manger aussi du miel. Donc, les souris aiment bien rentrer dans les ruches l'hiver quand c'est possible, quand les entrées le permettent. Elles entrent. Il y en a une qui entre. Que vont faire les abeilles? En général, ça les dérange. Elles vont aller piquer la souris à mort. Donc là, plusieurs piqûres sur une seule souris, c'est fini. Sûrement. Mais vous imaginez bien que les abeilles ne sont pas assez fortes pour sortir une souris de la ruche. Même si elles se mettent comme à 50 ensemble, elles n'arriveront pas. Une souris, c'est trop lourd pour les abeilles. Qu'est-ce qu'elles font? As-tu une idée? Ben là, ils ne mangent pas, c'est sûr. Ils ne mangent pas. Ils vont l'enduire de résine. Exactement! Pour qu'elle se décompose à l'intérieur, comme. Exact. Ils vont enduire complètement de propolis. C'est la première fois de ma vie que j'entends ça. J'avais jamais pensé même qu'une souris allait entrer là. Ben, je comprends. Et donc, c'est exactement ce qu'ils font. Puis, on va sur Internet, là, on voit des photos de ça. Là. Ça existe. Ah, ouais. Moi, j'en ai eu quelques-unes là, dans ma vie à date. J'ai déjà vu ça quelques fois. Là. Du coup, tu retrouves quoi? On retrouve comme le squelette d'une souris complètement rempli de propolis. Aïe. Ça n'a à aucun moment senti mauvais dans la ruche. Parce que c'est la momification un peu. Ouais. D'ailleurs, les Égyptiens, c'est dit, et je pense que c'est vérifié scientifiquement, qu'il y avait de la propolis dans les processus de momification. Parce que c'était déjà connu à l'époque. Là. Donc, c'est ce que les abeilles font naturellement. Probablement qu'ils ont vu ça dans une ruche, justement, les Égyptiens, ou je ne sais pas qui avant, là, mais ça se voit. C'est vraiment fou. Donc, on imagine le côté antibactérien, antiseptique, nettoyant, tout ça de la propolis. Ça peut même permettre qu'un animal mort putréfie, mais sans odeur, sans attirer de mauvaises bactéries et des choses comme ça à l'intérieur de la ruche. Donc, c'est comme si elle sèche de l'intérieur, en gros. Et ça se fait vraiment comme en douceur. Une fois que c'est comme bien décomposé, eux autres, ils arrivent-tu à comme nettoyer ça, finalement? Non, ils le laissent. Ça fait un paquet de propolis. OK. Il n'y a aucun côté toxique de la chose, puisqu'il n'y a aucune mauvaise bactérie qui reste là. Oui, puis à un moment donné, il y a une limite à ce qui entre aussi. Là, je veux dire, il n'y a pas un loup qui va aller rentrer là. Non. Ben là, c'est une grosse job, gang. Il va falloir enduire ça de propolis, on n'a pas le choix. Non, c'est vraiment les souris, là, les petites... ou d'autres, à la limite d'autres. Des petits rongeurs. Okay. On va dire des petits rongeurs. Oh, ouais, je là, on a à peu près tout. Donc, c'est vraiment fascinant, ça. Donc, c'est pour donner une idée que la propolis, là, c'est pas des blagues, c'est super utile et les abeilles l'utilisent comme ça. Donc, et elles enduisent tout. Hein. Chaque fois que, par exemple, une abeille va naître dans une cellule, là, dans un alvéole, après, elles vont nettoyer. Elles vont nettoyer tout ça. Elles vont enduire ils vont enduire d'une petite couche de propolis. Donc, ils mettent de la propolis partout. Il y a une enveloppe extérieure de propolis. Puis d'ailleurs, dans tous les problèmes de santé des abeilles, là, hein, la disparition des abeilles, les abeilles en danger, tout ça, il y a toutes sortes de maladies, les pesticides, c'est vrai. Mais entre autres, on a remarqué, il y a des études qui se font au Minnesota avec Dr. Marla Spivak, qui, elle, a bien démontré, plus il y a de propolis dans la ruche, plus elle est capable de résister à toutes sortes de maladies. Et en fait, c'est vraiment la propolis qui s'occupe du système immunitaire des abeilles directement. En tant qu'apiculteur, on peut en récolter une partie. Il y a des façons de récolter ça. Puis on peut l'utiliser pour toutes sortes de choses. Là. Donc, la propolis, pour moi, de très loin, produit numéro 1 des abeilles. C'est très drôle qu'on connaisse le miel seulement. Pour moi, c'est pas moi, c'est propolis en premier, pollen en deuxième. Après, le miel, c'est sympathique, mais c'est comme pour le plaisir plus qu'autre chose. Alors que les deux autres, pour moi, c'est des produits vraiment cruciaux. Le propolis, c'est santé, plein d'utilisations santé. Comme je disais, plus d'une 50aine.
C'est fou de voir à quel point on est stické sur le miel. C'est spécial, La hein? population générale. Là. Ouais, c'est Le impressionnant. miel, c'est santé, mais OK. C'est impressionnant. Puis même, je dirais comme nourriture, parce que la propolis, c'est pas du tout nutritif. Là. Il n'y a pas d'agent nutritif dans la propolis, c'est vraiment une résine. Mais au niveau nourriture, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est le pollen, en fait. Le pollen, là, tu as une source de protéines. Là, ça va varier selon la plante, d'où ça vient. Là. D'ailleurs, nous, on a fait, une des études qu'on a fait, c'est analyser toutes les propriétés nutritionnelles des pollens du Québec. On est les premiers à faire ça là, avec un projet qui était lié au départ avec l'Université Bishop. Une super postdoc à l'époque. Maintenant, elle gère d'autres projets et tout, mais on continue avec elle encore pour refaire les études. Puis on a été vérifier vraiment les pollens du Québec, ceux que les abeilles récoltent en quantité, c'est quoi exactement qu'il y a dedans au niveau nutritif. Donc, au niveau protéines, ça va jouer, on va dire, entre 15 à gros maximum 50 de protéines, donc 15 à 50 donc ça varie énormément. Donc, la composition va varier beaucoup. Ce pas tous les pollens qui sont pareils, mais déjà, c'est un apport de protéines très intéressant. Après, c'est rempli de vitamines, les vitamines B surtout, il y en a énormément, mais beaucoup d'autres vitamines aussi, vitamine E, vitamine C, il y a d'autres vitamines aussi. Puis des minéraux, plein de minéraux. En gros, il y a aussi des glucides, là, puis des lipides, il y en a également. C'est presque les proportions exactes de ce qu'on devrait manger normalement. Donc, c'est vraiment une nourriture complète. Pour dire, moi, je connais c'est un ami... C'est pas une conspiration. Non, pas du tout. Non, c'est juste pour moi fascinant, en fait, de se rendre compte. On mange du miel qui est surtout des glucides. Il y a quelques bénéfices au miel, mais honnêtement, c'est quand même beaucoup, beaucoup des glucides. Là. Je veux dire, il faut quand même être honnête. J'aime beaucoup le miel, puis je suis pour le miel, mais c'est pour dire, en tant que nourriture complète, on est vraiment loin. Par contre, avec le pollen, on a quelque chose qui peut même combler certaines carences dans l'alimentation. Est-ce qu'on retrouve également des glucides au niveau du pollen? Ou il y en a? Oui, il y en a. Très peu? Non. Il y en a quand même une bonne quantité, sans prendre dans l'alimentation des glucides. Donc, il y a quand même une belle quantité. Là, ça va jouer, dépendamment du nombre de protéines, là, ça va jouer, je pense que ça peut monter jusqu'à 60 de glucides, mais souvent, ça va être plutôt autour de 45 dans ces eaux-là. Donc, ça va jouer quand même beaucoup. Donc, oui, il y a des glucides. C'est pas de la nourriture sans glucides. Là. Mais c'est super bien équilibré en réalité. Ça, c'est une nourriture, moi, qui m'épate. Les goûts différents. Chaque couleur de pollen a son goût spécial, vient d'une plante différente. Puis moi, j'ai une fascination pour ça, là, pour le côté santé de cette nourriture-là, bien avant le miel, même si j'aime le miel parce que c'est sucré, puis on aime bien ce qui est sucré, mais voilà, le pollen, c'est fascinant. Puis comment les gens peuvent l'utiliser au niveau alimentaire? Tu sais, le miel, c'est facile. Là. Je veux dire, une cuillère de miel, et voilà, c'est parti. Tu mets ça dans ton eau chaude, à la limite. Là, mais du pollen, tu le conseilles comment? Le pollen, dans le fond, c'est sûr qu'il va être très bon quand il est frais congelé. Il y en a du déshydraté. Le déshydraté a perdu déjà beaucoup de ses propriétés. Il y a une certaine oxydation qui s'est faite de certaines molécules, mais surtout, il y a des vitamines qui sont perdues, des choses comme ça. Donc, on va toujours préférer frais congelé. Frais congelé aussi, il va être meilleur au goût de beaucoup. Les gens qui ont déjà goûté à du pollen puis ont dit hey, « moi, je mange pas ça, ça goûte pas bon ». Je connais ça. Moi aussi, quand j'ai goûté du pollen déshydraté, je trouvais ça vraiment pas bon. Par contre, quand c'est frais congelé, c'est beaucoup plus doux, ça fond dans la bouche. Tu as plein de subtilités de saveurs que tu n'as pas dans le déshydraté du tout. C'est beaucoup plus amer déshydraté, puis sec, puis c'est dur, c'est bizarre. Mais quand c'est frais congelé, c'est bon. Tu as plus les propriétés, donc c'est vraiment vers ça qu'on va aller. Fait que là, en gros, on a un pot de pollen dans les petites pellets, là, les petites boulettes de pollen congelées dans un pot. On en prend. On peut le mettre, il y a plein de façons. La plus facile et simple, c'est sûr que les smoothies, c'est extraordinaire. Là. Ceux qui aiment se faire des smoothies, on rajoute du pollen là-dedans, ça ajoute des protéines, ça rajoute des vitamines, ça rajoute des minéraux, c'est super bon. Puis même une saveur aussi vraiment intéressante, puis de la texture aussi. Donc ça, c'est bon. Après, moi, c'est de loin ça mon préféré. Après, j'aime aussi le prendre comme à la cuillère avec comme de l'eau avec du jus de citron dedans. Ça aussi, ça goûte assez bon. Tu prends une cuillère de ton pollen. C'est toujours bon de boire beaucoup d'eau avec le pollen pour pouvoir retirer le plus d'éléments nutritifs. Boire de l'eau avec, c'est une bonne idée. Donc, dans un smoothie, c'est excellent parce qu'il est déjà dans l'eau. Mais donc, voilà, en buvant de l'eau comme ça, moi, j'aime ça. Finalement, dedans. Il se dissout, oui, il est comme fondant, en fait. Okay. Puis après, on peut l'ajouter dans les salades, dans les yogourts, dans les céréales, dans les sauces, toutes sortes de façons de l'utiliser. C'est sûr que si on ne le chauffe pas, c'est mieux, à chaque fois. Parce qu'il y a plein de tout ce qui est bon pour le microbiote, là, dans le fond. Là. Tous les probiotiques, pré- et probiotiques, en fait, c'est comme un symbiotique qu'on appelle. Donc, on a tout ça dedans. Si on le chauffe, là, souvent, on va perdre de ça. Puis certaines, voilà. D'autre côté, donc, n'importe quelle utilisation, puis on peut vraiment être créatif. Il y a certains goûts de pollen. Je vous donne... moi, j'ai 2 inspirations spéciales qui me sont venues que j'aime beaucoup. Un pollen d'aubépine, par exemple.
en saupoudrer un petit peu sur un petit dessert. Là. Quand il est frais, le pollen d'aubépine il est extrêmement bon. Ou encore un pollen de verge d'or. Moi, j'aime l'utiliser dans des pâtes. On se fait des pâtes, à la place de mettre du fromage, on met du pollen de verge d'or. Il ne faut pas le chauffer comme trop nécessairement, mais juste quand même qu'il puisse fondre un petit peu. Puis il est assez gras. En fait, c'est le pollen le plus gras qu'on a au Québec, le pollen de verge d'or qu'on a étudié à date, puis qu'on a en quantité, c'est vraiment lui. Fait que là, il vient vraiment remplacer comme le fromage dans des pâtes. Fait que là, tu as une source végétale. Pour les gens qui font Même au niveau attention un du peu. goût, ça... Ça accote, c'est juste un peu plus sucré. Mais c'est OK. proche. Parce que c'est protéiné. Il y a du gras dedans aussi, fait que tu as une texture qui se ressemble. Ça goûte juste un petit peu plus sucré. Fait que si on n'aime pas du tout le côté sucré, ben là, on va moins aimer ça. Mais si on est à l'aise avec le fait qu'il y a un petit peu plus de glucides que dans le fromage, par exemple, ben là, on va quand même apprécier. Là. Moi, je trouve ça super bon, personnellement. Je trouve ça génial comme recette. Là. Puis même la couleur, c'est très drôle. Tu sais, le craft dinner, là, les affaires instantanées orange, là, c'est un peu cette Ça a ce apparence-là, look-là. sauf que c'est méga santé. Tu sais, puis ça donne plein de vitamines, de minéraux, des trucs à la place d'un produit qui est comme moins santé, en gros. Là. Ah, c'est vraiment fou de se dire aussi que tu as plein de possibilités au niveau du pollen. Là. Plein. Moi, un de mes rêves, c'est de travailler avec vraiment un chef cuisinier, puis lui amener... Parce que nous, en plus, une des choses qu'on fait avec le pollen, c'est que moi, je les identifie au microscope. On n'est pas nombreux au Canada à pouvoir faire ça. Là. Moi, j'ai développé cette attitude-là. Je suis vraiment un touche-à-tout, là, puis là, ça, je l'ai fait. Fait que là, du coup, on va identifier, nous, des pollens au microscope, fait qu'on le sait. On peut fournir un pollen monofloral à un cuisinier puis dire, ce pollen-là a un goût, regarde le goût qu'il a. Puis ils sont tellement différents. Il y en a qui sont très amers, il y en a qui sont très sucrés. Le trèfle va goûter très sucré, très neutre, sucré. Puis ils ont tous des côtés vraiment différents, des petites saveurs spéciales. Puis de dire, regarde, pour telle salade, pour tel n'importe quoi qu'on va apprêter d'une certaine façon, différents pollens, la gamme de goûts qu'on a, elle est hyper riche. Vraiment, c'est sensationnel. Moi, je rêve au jour où on va un petit bar à pollen là, avec les saveurs à goûter. Oui. Parce que pour moi, c'est ma vision de ça. Là, c'est vraiment que ça grandisse beaucoup et que le pollen devienne un aliment de base, que tout le monde mange comme du pain. Là. C'est Ah, pour parce dire que c'est loin de l'être en ce moment. Là. très, Je veux très loin. dire, qui n'en mange? Je pense que je connais C'est rare. 0 personne. Ben, c'est ça. Ben là, c'est pas vrai. Peut-être sans le savoir. Toi. Peut-être sans le savoir. Ouais, c'est exactement. Isabelle. Mais je veux dire, mettons, dans mon entourage habituel, ouais, là, ouais. je pense qu'il y a 0 personne que je connais qui mange du pollen. On est peu sensibilisé. Puis pour moi, ça, c'en est une vocation, on pourrait dire. C'est un de tes objets, une de tes missions à travers ton entreprise? Je vais donner une image. Je sais que pour l'instant, cette image paraît très idéaliste et rêveur. Je suis au courant. Pas besoin de me le dire, je le sais. On te l'a déjà dit? Ah, mais non, je me le suis dit moi-même. Okay. Je suis quand même autocritique assez fort. Là. Je suis assez bon là-dedans. Mais quand même, l'image, pour moi, c'est une vraie source d'inspiration, puis on travaille dans ce sens-là. Donc là, on imagine, puis là, j'aime pas rentrer en conflit avec ce qui existe déjà. J'ai rien contre ce qui existe déjà. C'est juste pour le commun des mortels avoir un peu une idée de ce que ça pourrait être. On imagine, là, pour l'instant, on le sait, surtout dans la région ici, Acton, on est entouré beaucoup, des fameux champs maïs, soya, tout ça. Ouais. Pour les apiculteurs, c'est toujours un peu drôle parce que le coût des pesticides, c'est jamais bien le fun. Puis souvent, ça devient un peu des déserts pour les abeilles parce qu'il n'y a rien à manger d'un champ de soya puis un champ de maïs pour les abeilles. Un peu, ils vont dans le maïs, malheureusement, à une certaine période, parce que même, on essaie d'éviter. Là. Tout le monde se sauve des champs de soya et des maïs. En tout cas, c'est compliqué la gestion de ça. Là. Vraiment, pour les apiculteurs, c'est chaud. Mais on a ça. Donc là, on comprend, dans un mode de nutrition, on va dire, de système agroalimentaire actuel. Puis c'est gros, ça, on le sait. Donc, on n'est pas en train de se dire on va contre le maïs et le soya. On ne peut pas dire ça. Mais juste dans l'idée, de dire, imaginez qu'une partie de ça devient remplie de plantes que les abeilles adorent, sur lesquelles elles vont récolter beaucoup de pollen principalement, mais propolis aussi, là, parce que ça va être important, mais de pollen. Et qu'on se dit, OK, on change un peu l'équation. À la place, par exemple, de produire beaucoup maïs, soya, beaucoup pour les animaux, là, au bout de la ligne, ce qui est correct, là, mais tu sais, de dire, on se dit, une partie de ça pourrait être, en fait, ça ferait des super grandes terres avec une biodiversité sensationnelle, desquelles les abeilles vont tirer beaucoup de ressources et de pollen, qui est aussi une source de protéines égale à la viande, voire parfois meilleure, mais qui apporte aussi toutes sortes de vitamines, minéraux, qui est une super nourriture sensationnelle, très douce, avec cette philosophie là, que je disais un petit peu, là, comment les abeilles se nourrissent, là, avec les philosophies de nutrition différentes et tout. Puis là, on se dit,
Regardez là. Les abeilles y vont, récoltent plein de pollen, on récolte des tonnes de pollen de ça, et on a notre nourriture. Et c'est une solution à ce qu'on entend dire depuis des dizaines d'années que le danger de perdre nos abeilles. Ouais, en plus. Juste ça, puis tout ce que tu as dit au niveau santé, au niveau avec le pollen, la Et la propolis. propolis aussi, là, on n'a pas parlé des études, mais les potentiels sont immenses. Mais c'est un grand virage. Ça veut dire que les apiculteurs ne sont plus des producteurs de miel et des fournisseurs de pollinisateurs pour les grandes cultures, on va dire, vraiment immenses. Là. C'est souvent canneberge, bleuet ou canola, là, si on va dans l'ouest du Canada. Donc, soudainement, on change un petit peu la configuration. Puis on a une production, au niveau environnemental, en tout cas, c'est un shift vraiment intéressant. Les gens qui ont une fibre environnementale, qui entendent ça, c'est sûr que ça les touche. Puis juste l'idée de dire, on a une biodiversité sensationnelle liée à une production de nourriture, parce qu'on reste dans la production agroalimentaire, parce qu'on a une production de pollen qui peut être très élevée. Ça peut fournir énormément. Et l'impact serait majeur au niveau de la santé, comme tu dis. Là. Énorme. Réduction des pesticides, énorme, parce qu'on a une biodiversité. On n'est pas obligé d'être juste sur une culture. Donc, quand on a une biodiversité, souvent, on peut réduire beaucoup, beaucoup les pesticides. Il y a plein d'options. Et cette vision-là, vraiment, est sensationnelle. On a commencé, nous, des petits projets, on appelle ça, certains connaissent l'agroforesterie. Nous, on appelle ça api-agroforesterie. Ça veut dire qu'on fait de l'agroforesterie, mais en sélectionnant vraiment des variétés qui vont permettre des récoltes, vraiment au niveau production agroalimentaire de pollen, mais consistante. On parle d'aller générer des tonnes de pollen, puis générer vraiment beaucoup de nourriture. Donc, ce virage-là, je le sais aujourd'hui, il sonne comme un rêve. Je le sais. C'est de réussir à enlever l'idée que c'est artisanal. Parce que pour vrai, quand on entend parler de miel, là, on dirait qu'on voit toujours ça. Ah, c'est fabriqué, c'est artisanal. C'est tout le temps vu comme un produit comme ça. Tout à fait. Dans ton rêve, ça peut plus. Non. Ça peut plus être artisanal. Il faut que ça soit une grande culture. Mais c'est une grande culture, mais qui peut être diversifiée. C'est ça qui est exceptionnel. Parce que là où les abeilles une vont... grande culture, c'est souvent mono. Oui, vraiment. Ouais, c'est presque... Dire grande culture en enlevant le mono, c'est rare. C'est ça qui est pour ça que je me suis surpris. Là. Donc, cette vision-là, disons, moi, avec le pollen, ma vision, c'est celle-là. On avance très lentement. Moi, je pense que cette vision-là, réalisée là, sur Terre, là, on va dire au Québec, au Canada, là, je pense pas que je vais être vivant quand elle va être réalisée. Par contre, pour moi, c'est une des choses vraiment précieuses. Ça va être long. Je sais pourquoi tu dis ça. Là. Ben oui. Parce que il n'y a pas grand-chose qui avance rapidement. C'est ça. Ça prend beaucoup d'efforts. Puis surtout, pour se rendre compte... Il va falloir te mettre plein de normes là-dessus. Il va y avoir tout. Là. Puis déjà, nous... les normes, en soi, peuvent être bonnes si c'est des bonnes normes. Donc, moi, je n'ai pas de souci avec le monde des normes. On en respecte. Je disais ça juste à cause que des fois, ça ralentit de beaucoup un processus. Là, mais je comprends que c'est important parce que tout projet, tu peux pas lancer ça sans structure. Là. C'est ça. N'importe qui peut abuser de n'importe quoi. Là. Il y a beaucoup d'étapes, et pour l'instant, ça sonne comme impossible. Mais on avait fait vraiment des modèles avec mon frère, là, qui est docteur en écologie des plantes. Puis on avait fait vraiment des modèles et on s'était rendu compte, attends, mais au niveau de quantité de production, c'est possible. C'est juste que pour l'instant, l'industrie est vraiment ailleurs et c'est un virage qui risque de prendre beaucoup, beaucoup de temps, mais on ne sait pas en même temps. Hein. Il y a des choses qui peuvent précipiter. C'est vraiment une belle idée, en tout cas. C'est une belle idée. Et puis, pour tous ceux qui ont une fibre environnementale, tout ça, que par exemple, leur nutrition, ils essaient de l'enligner avec quelque chose de plus écologique possible. Moi, je trouve ça vraiment intéressant. Là. Moi, ce que j'aime beaucoup, par exemple, dans ça, c'est lignes de pensée liées à la nutrition. Et tous ceux qui sont, par exemple, véganes, connaissant le domaine, quand on va, en tant qu'apiculteur, on ne se cachera pas qu'en apiculture, actuellement, pourquoi on voit toujours ça comme artisanal, comme tu disais? C'est parce que le gros de l'argent au Canada, c'est sur les contrats de pollinisation, beaucoup plus que la vente des produits de la ruche. C'est pas égal du tout. Là. C'est au niveau du Canada. Au Québec, je pense que c'est 50-50. Mais au niveau de la rentrée d'argent pour des apiculteurs, c'est la pollinisation qui paye beaucoup. Ça, vous demandez à n'importe quel apiculteur, il va vous le dire. Là, c'est très connu. Au Canada entier, il y a quelques années, j'avais vu une étude qui démontrait que c'était 20 fois plus d'argent sur les contrats de pollinisation que la vente des produits de la ruche. Juste de comprendre. C'est beaucoup à cause du canola que ce pourcentage-là est gros, fait que ça nous touche moins au Québec. Mais quand même, on a les canneberges, les bleuets, tout ça qu'on va polliniser, donc ça joue. C'est que le côté artisanal, sur les produits de la ruche, il y a toujours de l'air artisanal parce que dans le fond,
ce qui est le plus, on va dire, industriel chez les apiculteurs, puis rentable, on va dire, ce sont les contrats de pollinisation, mais qui ne font pas de produits pour les consommateurs directement. Ça va être les canneberges, les bleuets, tout ça. Et quand les abeilles sortent de polliniser les canneberges, juste pour dire, je dis ça par rapport à la pensée végane. Tiens, disons quelqu'un qui a une diète végane, qui mange des canneberges, mais qui dit manger du pollen, c'est pas bien, parce que ça vient des abeilles. Ouais, je comprends. Hein? On le voit, le point. Oui, oui, oui. Ah ben, les abeilles, quand ils vont polliniser les canneberges, pour leur santé, c'est dramatique. Ils sortent de là, ils ont vraiment de la misère. Puis là, j'ai rien contre les canneberges. Là. Je sais que c'est bon pour plusieurs choses pour la santé, c'est une belle culture, puis je veux rien enlever à personne. Mais juste dans la pensée végane, on ne connaît pas le terrain. Un végane qui mange des canneberges, mais qui ne mange pas du pollen, par rapport à ce qui sont supposés être ses idéaux, on est vraiment à côté de la plaque. On n'est pas en train de faire avancer le respect des animaux du tout. On est vraiment à l'inverse. C'est un peu de l'esclavage de pollinisation. Là. C'est rough. C'est vraiment dur. Puis bon, mais c'est correct. Là. Ben, c'est comme j'ai l'impression qu'avec les années, je veux pas que ça. Je veux pas dire que c'est ça tout le temps, là, mais c'est un peu une idéologie, là, le véganisme, d'une certaine façon. On dirait que c'est devenu ça plutôt que juste au niveau alimentaire. Il y en a il y en a, je vais comprendre, là, c'est pour mettons, la cruauté animale, ces choses-là. Mais où vont défendre, exemple, au niveau de mais tu sais que ceux qui font de la production animale, ben, on détruit beaucoup de terres ou au niveau de l'essence, des camions, le transport, mais je veux dire, au niveau vegan, c'est la même chose. Là. Oui. C'est pas autant, même au niveau du transport, c'est pas une solution. Là, puis c'est pas pour enlever de quoi à leur alimentation. C'est juste un fait que j'ai remarqué. Là. Tout à fait, mais c'est ça. Il y a des bouts qui ne sont pas travaillés à 100%. Connaître vraiment les aliments, d'où viennent pour vrai. C'est quoi l'expression, les babines ne suivent pas les bottines? Ouais, c'est bon. C'est un peu de même, c'est les bottines ne suivent pas les babines. Les bottines, ouais, je pense que c'est peut-être ça. Commencer par l'avoir comme il faut. Mais tu vois, ça, pour moi, c'en est un point vraiment intéressant, de comprendre. Le pollen, en fait, elle respecte bien les principes véganes si l'apiculture est bien faite. C'est vraiment très agréable. C'est vraiment un bel échange. C'est comme une sorte de nutrition. Quand on compare à d'autres aliments qui sont de nature végétale pourtant. Là. Donc, moi, j'aime bien parler de ces choses-là. J'aime ça. Quand quelqu'un a un ami vegan puis il me dit hey, il ne mange pas d'affaires des ruches puis tout. C'est non. Je dis attends, amène-moi-les, on va jaser, tu vas voir. Tu vas voir qu'ils vont apprendre des produits de la ruche. Quand tu sais c'est quoi le fond, finalement, au bout de la ligne, tu te rends compte, wow, ça a pas mal de bon sens. En tout cas, tout ça pour un peu étoffer. C'est peut-être encore trop méconnu, c'est ça qui arrive. Complètement. Cette partie-là. Tu sais. Complètement. Mais écoute, le temps il avance. Là, oui. Je veux pas passer à côté de te demander au niveau des recherches pour le cancer. Ouais. Parce que je sais qu'il s'est passé des petits avancements de ton côté par rapport à ça. J'aimerais ça que tu nous en parles. Mm-hmm. C'est vraiment excitant. En fait, nous, tous les projets de recherche qu'on a faits, c'est basé sur des rencontres humaines à la base. On rencontre un chercheur, on rencontre des personnes, puis c'est des liens qui se font. Et des fois, des portes s'ouvrent. Là, il y en a une qui s'est ouverte justement pour faire une recherche en cancérose. C'est avec le CRCHUM. Donc, vraiment, c'est du haut niveau. Là. Moi, je pensais pas que ça viendrait si vite, une recherche de si haut niveau que ça. La porte s'est ouverte. On a fait une levée de fonds l'an passé. On a atteint notre objectif. C'était quand même, on levait 25 000. Là, c'est devenu 30 000. Mais bon, en gros, on a atteint notre objectif. L'étude est lancée. Donc, on commence déjà à avoir quelques résultats. La recherche va se faire sur plusieurs années. Tant que c'est probant, le projet va se poursuivre jusqu'à aller sur des modèles cliniques, là, vraiment sur des personnes. Idéalement, on se rendrait jusque-là. Pour l'instant, on est encore dans l'étape un peu empêtrie. Là, on est plus dans ce genre de recherche-là pour l'instant. Mais c'est vraiment utiliser la propolis pour puis en fait, on va toucher différentes façons d'aider. Il y en a une, c'est juste aider, par exemple, à avoir moins d'effets secondaires sur les traitements de chimio, par exemple. Ça, c'est une des approches qu'on a. Mais il y a aussi un aspect antitumoral direct de la propolis qui est en train d'être étudié là, en ce moment. Ça, on travaille ça aussi. De ralentir le grossissement de la tumeur, par exemple? Oui, puis même aussi d'arriver à... Si on arrive à aller livrer la propolis aux endroits stratégiques, à quel point on a vraiment un côté antitumoral comme sérieux, à quel point on peut s'en servir de façon... voire même médicaments, là, ça peut aller dans cet espace-là. Pour l'instant, on est encore un peu en screening, là, en espèce d'observation,
de quelle est la branche qui va être la plus prometteuse et qui fait le plus de sens avec le niveau des traitements de cancer où ils sont aujourd'hui. OK. Puis ça, c'est pas tout le monde qui connaît moi, je connaissais pas du tout les méthodes de traitement de cancérologie actuelles, parce que ça change à chaque année. Il y a beaucoup de recherches dans le domaine. Et donc, il y en a plus qu'on pense, finalement. Il y en a plus qu'on pense. Des traitements, des formes de traitement, finalement. Ben oui, les formes de traitement, puis en fait, quelle molécule va être utilisée, puis tout ça, ça bouge un peu tout le temps. Il y a quand même de l'avancement dans ça. Moi, je dis pas que je connais tout maintenant, c'est pas le cas. On n'entend pas tant parler que ça. C'est très spécialisé. De la façon que c'est fait, ces recherches-là. Tout à fait. C'est très spécialisé, puis c'est souvent lié à quand même des très grosses industries pharmaceutiques. Nous, c'est vraiment une chance en or de faire un travail comme ça avec la grosseur d'entreprise qu'on a. Ah, c'est génial. C'est vraiment c'est sur un plateau d'argent, c'est en or, c'est extraordinaire, c'est sensationnel. On compare l'étude qu'on fait là, le même niveau d'étude, là, en ce moment, je n'aimerais pas de nom, là, mais c'est des immenses compagnies pharmaceutiques qui font normalement ce genre de recherche-là. Donc là, on est tombé sur quelque chose, c'est tombé du ciel, là, vraiment. On a 2 personnes de Roxanne Falls. Mais oui, pour vrai, là. Qui travaillent là-dessus en ce moment. Là. Je veux dire, c'est un peu rêvé. Gang. Sérieusement, c'est spécial. Hot, c'est du gros niveau. Tu sais, je parlais avec le professeur, puis il me disait ça, ça va être publié dans les plus grands journaux scientifiques de la planète. C'est marrant. En gros. J'étais comme, OK. On avait fait des études déjà, des assez gros projets. Tu sais, on avait fait un projet d'un $250 000 là, en recherche vétérinaire, super probant, excellent aussi. On a fait d'autres projets quand même assez solides, assez serrés, avec des subventions puis tout ça. On avait réussi à monter des choses déjà. On s'entend que tu as travaillé pour te rendre là. Oui, tu t'es pas levé un matin et tu as un téléphone. Non, c'est ça. Yann, ça te tente-tu? Non, pas du tout. Là. Mais chaque fois, c'est des relations puis c'est surprenant. C'est vraiment un côté humain qui se connecte. Ça connecte les gens, voient l'intérêt, voient qu'il y a déjà une communauté scientifique qui s'intéresse au sujet. Il y a déjà des recherches qui ont été faites dans ce sens-là, mais ces applications-là, on aimerait bien maîtriser ça, on aimerait bien être capable de faire quelque chose avec ça, aller de l'avant, parce qu'on a un besoin en ce moment. Parce que telle molécule, on ne peut plus s'en approvisionner, par exemple. Ça arrive pour des traitements de cancer. Une entreprise, par exemple, fabriquait une partie du traitement, a le brevet pour, décide du jour au lendemain d'arrêter. Ils font quoi? Ils ne peuvent plus faire le traitement. Fait que là, il faut qu'ils trouvent une alternative. Fait qu'il y a plein de besoins, il y a plein de possibilités qu'on ignore et qu'on sous-estime souvent parce qu'on ne connaît pas les détails de ça. Puis c'est un peu caché aussi, on ne sait pas tout ça. Donc, du coup, là, il y en a un potentiel. On est dedans, ça se passe super bien. C'est vraiment génial, c'est une très belle équipe. Là, maintenant, on connaît le labo de cancérologie du CRCHUM. On connaît les post-docs, on connaît les gens du labo. Là. On les a rencontrés 2 fois, pas tous, là, mais quand même une belle grosse partie du labo. C'est une très, très belle aventure. Ça avance bien, on arrive à suivre, on comprend bien. Puis avec nos 2 associés aussi de France, ça aide énormément parce qu'il y en a un des 2 qui a justement déjà fait une recherche, en fait, propolis et cancer du sein, lui dans son cas en France, qui avait fait ça, qui a eu des très beaux résultats d'ailleurs. Donc voilà, lui, il a déjà beaucoup de connaissances, que ça nous aide à suivre puis à bien comprendre. Puis tu sais, quand on se fait présenter les résultats, on n'est pas juste devant une feuille blanche. Je veux dire, on suit. C'est ça, il se passe de quoi? Là? Il se passe de quoi? On suit, on comprend, on peut proposer, parce que nous, on est assez spécialistes pour comment transformer la propolis pour qu'elle soit optimale dans telles conditions, pourquoi ça donne ça, pourquoi ça n'a pas donné tel résultat, comprendre quelle molécule, où, quand, quoi. On est là-dedans, nous. Est-ce que tu penses même que ça pourrait être possible d'arriver à guérir le cancer? Tu penses-tu qu'à quelque part, pas que ça va arriver comme ça, là, mais ouais. Au moins d'y croire. Je vois la question. Je vois très bien la question. Je l'exprime mal, là, mais... Non, mais il faut la poser, la question, parce que tout le monde se la pose. Là, je comprends très bien. Tu fais bien de la poser. En fait, première chose, déjà, c'est pas... On peut pas dire le cancer, c'est le cancer. Les cancers sont vraiment différents. Il y a beaucoup de sortes. Vraiment, vraiment, c'est tout un monde, les cancers. On entend toujours le cancer, on se fait toujours dire ça. On devrait plutôt entendre les cancers. C'est super complexe. Moi, je ne peux pas dire que je connais tout de ça, pas du tout. Ce n'est pas ma spécialité, mais je suis de plus en plus exposé, donc j'absorbe des connaissances sur la chose tranquillement. Puis de plus en plus, ça devient vraiment une évidence. Là, ce sont les cancers, ils ne répondent pas tous pareil. En ce moment, il reste des cancers pour lesquels on n'a presque aucune solution, que nos traitements sont très peu efficaces. Il y en a des sortes de cancers comme ça. Donc, c'est vraiment pas tout pareil. Déjà ça. Après, quoi qui est relié, en fait, c'est qu'ils ont tout l'aspect d'avoir une tumeur, mettons. On pourrait dire ça. Ils procèdent tout comme ça, mais c'est juste que, dépendamment de l'emplacement où tu l'as, il ne réagit pas de la même façon. Puis là, on est rendu, tu parlais de molécules tantôt, mais
Oui, c'est ça. Moi, là, je ne suis pas le super grand spécialiste qui peut vous résumer ça correctement. Je préférais que ce soit le En deux professeur avec qui on phrases. travaille qui le dise. Ouais, Mais je disons, comprends. de mon point de vue aujourd'hui où je me trouve, là, en gros, c'est toujours des cellules qui ne meurent pas vraiment, qui vont comme s'accumuler. C'est les cellules sénescentes, là, au bout de la ligne. Multiplication Il y a anormale. une forme, c'est ça. Ça finit par se multiplier de façon anormale parce qu'il y a des cellules qui ne meurent pas, mais qui sont comme déformées. Puis là, c'est un monde, cette affaire-là. Puis là, moi, je peux pas en parler mieux que ça. Ça me dépasse Ouais, vraiment. parce Là. C'est qu'on trop s'entend, je veux complexe. dire, C'est trop toi, complexe. t'es pas médecin. Je suis Là. pas oncologue, là. On T'es- s'entend. Je suis pas oncologue du tout. C'est ça. Donc, ce que je peux répondre, donc déjà, la première chose, c'est voir qu'il y a les cancers. Après, moi, ce que je peux voir pour la propolis, ce qui m'étonnerait beaucoup, c'est qu'on n'arrive pas à pouvoir confirmer, je devrais le dire différemment, je suis presque certain qu'on va pouvoir démontrer que la propolis, premièrement, est extrêmement intéressante pour accompagner les traitements de cancer existants. Donc, déjà, pour réduire les effets secondaires, ça, je pense que, puis peut-être même augmenter l'efficacité des traitements actuels. OK. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est plus qu'envisageable. Ce n'est pas nécessairement acquis, mais ça regarde vraiment bien pour ça. Après, que la propolis seule puisse guérir un cancer, si on se rend là, ça va être à travers des méthodes de livraison de la propolis très particulières qui sont déjà envisagées. Direct. Direct, mais de façon, là, c'est quelque chose. Là, c'est tout un monde. Nous, en vétérinaire, on a un petit peu de recul là-dessus. Donc, OK. on a déjà vu certaines choses se faire. Donc, on sait que les réactions peuvent être bonnes, mais franchement, c'est toute une aventure. Là. Le mode de livraison de la propolis, il est particulier. C'est un monde en soi. Donc ça pourrait arriver. Ce serait vers là s'il y a une réponse à cette question-là. Mais pour l'instant, c'est ça, tu sais, ça prend un départ dans une étude. Fait que déjà, où tu t'enlignes. Ben, le départ, pour dire, hein, c'est juste l'innocuité. Est-ce que c'est négatif? Le départ, c'est toujours ça. N'importe quelle étude, on vérifie toujours l'innocuité en premier. C'est toujours ça. Donc là, l'innocuité, puis l'innocuité, c'est compliqué quand on est en cancer, là, parce qu'il faut la vérifier à différents niveaux. Fait que c'est tout un monde. Donc déjà, ça, c'est une étape qui est en train de se terminer, je dirais, là, ce côté innocuité. Est-ce que ça nuit ou ça nuit pas, déjà? Comment ça se comporte? Puis là, après, normalement, en étudiant l'innocuité, on a déjà quelques détails des pistes qui sortent pour voir la suite. Puis, donc, c'est un travail quand même à long terme. Puis quand je disais accompagner les traitements actuels, ça, c'est connu aujourd'hui en immunothérapie. Il faut que le microbiote en immunothérapie, qui est une des façons de traiter le cancer, les cancers, certains cancers, eh bien, il faut que le microbiote soit répondant. Les gens qui ne répondent pas bien à l'immunothérapie, on a remarqué, la plupart du temps, très souvent en tout cas, c'est un des grands facteurs, leur microbiote ne répond pas. Donc là, d'aller chercher la propolis pour aller travailler potentiellement, entre autres sur le microbiote, pour voir est-ce qu'on arrive à après rendre l'immunothérapie efficace. Des choses comme le microbiote. Là. Ça, c'est une autre piste. C'est des pistes comme ça qui existent. À quelle vitesse on va aller, qu'est-ce qu'on va pouvoir financer, quand. Là, on a fait une levée de fonds pour la première étape. Si c'est probant, normalement, on peut aller faire d'autres levées de fonds plus facilement. D'ailleurs, merci à tous ceux qui ont contribué. Là, je sais qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ont participé, qui ont dit « OK, je participe à cette levée de fonds-là ». Déjà, merci à tous ceux qui ont fait ça. Mais donc, il y en a plein des étapes, puis on ne peut pas tout dire. Il y a plein de petites choses qui se préparent. Là, j'en ai révélé 2-3 petits micro-bouts d'approche, là. Mais voilà, c'est un grand monde quand même, puis il y a beaucoup d'efforts. Puis en même temps, nous, de notre côté, c'est d'aller fournir le produit le plus optimal qui va vraiment aller montrer des possibilités. Là, parce qu'on dit propolis, il y a de tout sur le marché. Tu veux trouver de quoi, c'est pas vague. Là, voici ce que ça apporte. C'est ça, quelque chose de qualité. On sait quelle molécule qu'il y a dedans, on sait tout. Là. C'est un produit contrôlé, là, vraiment contrôlé. Donc, on est là-dedans. Donc, en gros, quelques mots là-dessus. Là. C'est vraiment bon. Et dans mes questions, je tourne toujours autour de la réussite. Ouais. Je pense que c'est une bonne réussite, ça. On s'entend-tu que... Ah oui, c'est sûr. T'as-tu autre chose que tu considères une réussite dans ton domaine? Ben, je peux-tu te nommer un défi peut-être avant? Oui. T'aimerais-tu ça? On commence par un défi. Allez. Je vais nommer un défi qu'on a eu. Puis ça a été comme un gros moment de prise de conscience. Ça m'a pris comme 1 an à le processer intérieurement pour oser faire le move. Comme j'avais dit à un moment donné dans notre interview, là,
J'ai cofondé l'Association canadienne d'apithérapie en 2016. À un moment donné, puis là, moi, je faisais des webinaires avec des spécialistes du monde entier. On allait chercher Honnêtement, on allait chercher des connaissances qui n'existaient pas au Canada. Là. On allait chercher des choses incroyables à travers des webinaires de top qualité, des médecins, des chercheurs dans le monde entier. Vraiment, on travaillait pour aller chercher ça. À un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y a des gens au Canada, c'était canadien, c'est l'Association canadienne d'apithérapie, puis moi, j'étais à l'aise. On a été faire des conférences au BC, comme dans le coin de Nelson, on a été à Toronto, on a vraiment fait comme un peu le tour du Canada. On a travaillé pas mal, à Montréal aussi, évidemment. Puis là, je me rendais compte qu'il y a des gens au Canada qui utilisaient ces notions-là, que nous, on apportait. Moi, je travaillais très fort pour faire ça. Je mettais plein de temps là-dedans. Bénévole total, là. Bénévole complet. Là. Moi, je suis genre un peu missionné comme personne. Là. Donc là, super bénévole. Je vais chercher des super notions et tout. Puis là, j'ai vu des entreprises utiliser ça en vendant des produits de piètre qualité, vraiment minables, puis je le sais parce que je les ai fait analyser en labo. Fait que je le sais ce qu'il y a dedans. Fait que j'ai fait analyser des choses, puis je me suis dit, ils utilisent les notions qu'on va chercher. Ils se font comme un gros coup de marketing avec ça. Mais au bout de la ligne, la qualité des produits n'est pas là du tout. Je me suis dit, c'est pas vrai que moi, mes efforts, je les mets, puis ils vont servir à que d'autres s'enrichissent sur le dos des gens qui leur font confiance sur des notions qui, à la base, sont vraies, mais le produit n'est pas bon. Ça détruit l'image de ce que Ça détruit l'image de ce que j'essaie de faire. Ouais. Et en plus, eux... Ah non, mais là, ça quand j'ai remarqué ça, là, j'ai dissous l'association. Je l'ai dissous. Je me suis dit, je ne peux pas contrôler ça. Comment voulez-vous que je contrôle ça? Je ne peux pas. Je me dis, je vais dissoudre l'association. C'est là que j'ai décidé à ce moment-là de vraiment me lancer en recherche plus. C'est à partir de ce moment-là, je ne sais plus en quelle année c'était, là. Je pense que c'était juste avant la COVID, si je ne me trompe pas. Je ne sais plus quand. Là, quand j'ai vu que ça prenait cette tangente-là, je me dis, c'est pas vrai. Ils font ça. En même temps, c'était tellement prévisible. J'ai été trop naïf, comme ça m'arrive. Le monde est si bon. Le monde est si bon, ouais, c'est ça. Moi, j'espère, mais là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, OK, je dissous ça. Je ne mets plus d'efforts là-dessus à aller comme ça propager comment utiliser telle chose. Il faut se concentrer à faire des produits de qualité, parce que pour l'instant, je ne veux pas parler contre rien, mais je veux dire, des produits de qualité suffisante pour dire on va être efficace en apithérapie, j'en voyais pas. Fait que du coup, je me suis dit, il faut les faire. Si je veux faire avancer cette vision-là, puis tout ça, je dois faire les produits en premier. Genre, plus d'abeilles, moi, j'avais des abeilles par passion. J'étais comme un hobby apiculteur. Là. J'en avais juste quelques ruches. Là, je me disais, OK, on va monter le nombre de ruches. On va créer une espèce de coop d'apiculteurs. Ce n'est pas une coop officielle, là, mais on travaille un peu comme ça. Là. C'est plein d'apiculteurs qui vont nous vendre des produits de la ruche qu'ils font. Nous, on a des exigences au niveau qualité. Ils nous vendent ça, des apiculteurs du Québec. Puis là, après, nous, on va processer, on va transformer les produits de la bonne façon pour un produit vraiment efficace au bout de la ligne. Puis on va mettre ça en marché. On va faire des recherches en même temps pour démontrer ce qui est dit. On va chercher, par exemple, une recherche un peu rapide sur Internet, sur PubMed, par exemple. On va trouver une recherche qui dit « Ah, la propolis va être bonne pour ça », puis là, il démontre 2-3 choses. Puis là, on dit « OK, nous, on va s'engager à faire une recherche plus sérieuse qui démontre ça au Québec, directement chez nous. » Puis là, on dit « OK, on va faire avancer la visibilité puis la compréhension des gens sur l'utilité de la propolis pour la santé. » Dans cette clarifier puis le factualiser, finalement. Oui, avec des produits réellement efficaces, qui ne sont pas juste pour le fun, un produit soi-disant comme ça. Puis travailler avec des apiculteurs pour aller le faire, parce que ça prend de la matière première. Fait que là, du coup, on a travaillé dans ce sens-là. Puis on peut dire aujourd'hui, là, vous achetez un produit de iBeam, c'est une vingtaine d'apiculteurs du Québec que vous encouragez, puis c'est ceux qui font vraiment attention que ce soit super santé, puis vraiment des produits de qualité, puis c'est ça qu'on fait. Là. Puis quand on peut, on marque le nom, où est-ce que ça a été récolté sur les pots. Okay. Pour ce qui est propolis, on ne peut pas parce qu'on a des numéros de produits naturels, puis ça, l'étiquette, elle ne peut pas changer. On ne peut rien changer jamais. Oui, au niveau du... Réglementation. Oui, c'est du Canada ou Québec? Ou c'est canadien, ça. C'est canadien, ouais. Par rapport aux produits naturels. Les produits naturels, c'est toute Santé Canada. Ouais, c'est une difficulté, ça. Bien, c'est des normes à rentrer dedans. Nous, les normes, on les respecte. D'ailleurs, on est en train là, de travailler. Normalement, d'ici le 15 décembre, on aura notre certification ACEP là, de l'ASIA. Donc, c'est une super certification qui va nous permettre de pouvoir exporter extra-province, même voir aux États-Unis. Ce n'est pas trop à mode en ce moment, mais ça va permettre ça si un jour la question des tarifs change. Ça reste le monde. Ça reste le monde, mais les tarifs compliquent la chose en ce moment de façon assez sérieuse. Mais disons, si ça change, éventuellement, on pourra. De toute façon, entre-temps, il y a plein de travail, il y a plein de recherches à faire, plein de choses à démontrer. Ouais, tu n'as pas le temps de t'asseoir, là. Puis... Disons que ça ne nous arrête pas. Non, on travaille fort. On travaille très fort là-dedans. Donc, ta plus grande réussite, ça serait? Ma plus grande réussite,
L'étude de Cancero, là, ça en a une grande, mais elle n'est pas complétée. Donc, tu sais, c'est peut-être de dire le fait qu'on l'a C'est commencé, sur ça en la est voie une. de la Ça en est réussite. une. Mais c'est pas quelque chose qui est complété nécessairement. Plus grande réussite, pour moi, ma plus grande réussite, Jusqu'à présent, ouais. mettons. Personnellement, j'ai tendance, là où je mets le plus de valeur, c'est toujours chez les gens, en fait, chez les personnes. Donc, pour l'instant, ma plus grande réussite là, dans, on va dire, l'entreprise, c'est le noyau de l'entreprise. Que le noyau soit vivant, heureux, content, les gens travaillent par passion. J'aime ça. Puis ça, pour moi, c'est ça ma plus grande réussite. Ce sera toujours les gens. Dire ma plus grande réussite, c'est quelque chose de matériel extérieur, comme un produit ou une vente ou quelque chose, ça me touche moins. Là. Moi, ce qui va me toucher, c'est les gens. Fait que du coup, plus grande réussite, notre noyau, je l'aime. Donc, dans le noyau qui, bon, oui, il y a moi, il y a ma conjointe Isabelle, mais il y a aussi ma nièce Eliane qui travaille avec nous, là, puis qui va rentrer vraiment plein temps en janvier. On a super hâte. Puis l'équipe, elle est petite, hein? On n'est pas une grosse équipe. Mais c'est bon. Le noyau, il est solide. Puis pour moi, tout l'avenir de toutes les visions qu'on a, tous les efforts qu'on a, les partenariats, les études, tout ça, ça tient juste si les personnes qui sont en arrière, ils savent où ça s'en va, ils savent pourquoi ils travaillent. Il y a une mission en arrière, puis tout le monde la sent, puis c'est clair. Puis je sens que ça, c'est bien placé. Personnellement, Isabelle, ma conjointe, elle a commencé un moment donné à travailler avec moi. J'avais déjà commencé avant qu'on soit ensemble. Je ne savais pas comment ça se passerait nécessairement. On ne sait jamais d'avance. On sait jamais. On ne sait jamais. Ah, c'est sûr. Là, ça se passe super bien. Elle a ses forces. Moi, j'ai les miennes. On est complètement différents. Puis ça coule. La Elle vision aime ça. Ça se commune. place. Je me dis, ça, c'est une réussite parce que là, il y a une personne ultra engagée. C'est super beau. Ça ne devient pas une source de conflit dans notre couple du tout. C'est super harmonieux. Ça se passe bien. Puis Eliane, ma nièce aussi, quelle merveille. C'est les gens sur qui on peut compter. Pour moi, la réussite, c'est comme ça que je l'évalue le plus fort. Là. C'est vraiment ça. C'est juste 3 personnes. Hein. Tu vas me dire, c'est pas Ben, grand-chose, mais pour moi, c'est le cœur de la chose. la façon dont tu l'as décrit, on comprend très bien. Ouais. Vraiment. Puis pour vrai, je te félicite pour les recherches. Merci. C'est très excitant comme travail. Là. J'ai hâte de voir, d'entendre parler plus de ça, où ça va t'emmener. Ouais, moi aussi. J'ai très hâte de voir. Et puis, j'aimerais ça, avant de terminer, où est-ce qu'on peut trouver tes produits? Ah, bon. On peut les trouver, évidemment, sur notre site web, là, c'est clair. C'est ibeam.life, donc ibeem.life, ibeam.life. Donc, ça, c'est www.ibeam.life. Donc, ça, c'est une option qui est toujours possible. On offre livraison gratuite à 100 $ et plus. C'est le genre de façon. Après, dans les magasins, on se trouve quand même assez bien dans les magasins de produits naturels. D'ailleurs, si vous avez un magasin de produits naturels que vous aimez, nos produits, vous ne les voyez pas, vous ne les trouvez pas, vous pouvez leur dire. Puis ils vont nous contacter, puis on va les rentrer. On essaie vraiment d'aller dans le magasin le plus possible. On est dans tous les avrils, donc la chaîne Avril de produits naturels, là, d'aliments naturels. Donc ça, c'est fait. Et puis, certaines autres modes de distribution, là, mais les principaux, c'est quand même ça. On est dans quelques pharmacies. Donc, les produits de Propolis vont être dans quelques pharmacies aussi. C'est cool, ça. Oui, il y a cet aspect-là qui se développe tranquillement. Puis, on va être de plus en plus partout. Parfois, là, dans des marchés, mais on n'en fait pas beaucoup parce que notre équipe est petite. Donc, on ne fait pas encore beaucoup de marchés. Mais puis aussi, évidemment, j'allais oublier, mais vous pouvez toujours venir au kiosque à la maison. Donc, c'est vraiment chez nous. À toute heure de la journée? À toute heure de la journée. J'aimerais ça vous dire oui, puisqu'on est généreux et tout. Mais en fait, l'horaire, pour l'instant, on regarde sur Google, là, on fait une petite recherche. Pour l'instant, aujourd'hui, il faut encore chercher Happy Culture. Un jour, ce sera iBeam. Pour l'instant, c'est encore Happy Culture. Désolé de la petite confusion là, mais on cherche Happy Culture. Puis là, on trouve notre magasin sur Google. Puis là, ça dit les heures d'ouverture sont marquées là. Puis eux sont mis à jour chaque lundi de chaque semaine. Pour l'instant, on fonctionne comme ça. Quand Eliane sera plein temps, au mois de janvier, on aura un horaire fixe, toujours le même. Puis à partir de ce moment-là, on pourrait être plus facile. Sinon, vous pouvez toujours nous appeler. Notre numéro de téléphone aussi se trouve facilement en ligne. Et donc, simplement nous contacter. C'est Isabelle qui va vous répondre et vous dira c'est quel le meilleur moment. Mais si vous venez au kiosque, c'est très, très sympa parce qu'on vous fait goûter à tout ce que vous voulez. On prend le temps avec vous. On aime ça, en fait. On aime les gens. Fait que du coup, si vous venez, on va avoir un bon temps. Vous allez goûter des choses. Et si vous avez des questions, allez-y. C'est quand même très agréable de le faire.
Possible aussi de trouver nos... excuse-moi. J'allais juste dire, tu as également une chaîne YouTube. J'ai une chaîne YouTube d'apithérapie. Je la nourris très, très peu là, depuis 3 ans. J'ai plus le temps, mais j'en avais fait plein de vidéos. C'est des vidéos un petit peu à titre d'inspiration, je dirais. Là. OK. C'est Apiculture, apithérapie, la chaîne. Je devrais m'en occuper un petit peu plus, là, mais elle avait roulé quand même assez bien pendant les années de la COVID. Là, On avait un peu plus de temps là, dans ce temps-là. Alors que j'avais nourri ça un petit peu plus. Mais oui, il y a une chaîne YouTube, mais vraiment, le kiosque, c'est une belle option. Puis il y a aussi des naturopathes. Là. Si votre naturopathe, si vous avez un naturopathe, puis qu'il ne connaît pas nos produits, mettez-le en contact avec nous. On travaille directement avec des naturopathes. Puis d'ailleurs, on fait de la formation aux naturopathes. Ça, je n'ai pas parlé du tout, mais une des grandes spécialités qu'on a, c'est Isabelle qui les fait. On fait une formation aux naturopathes. Puis là, parce que c'est vraiment rare des naturopathes qui savent bien utiliser les produits de la ruche pour la santé. Il y en a qui ont eu 2-3 notions là-dessus, mais avec notre niveau de professionnalisme, là, c'est vraiment rare. Là. C'est un plus. C'est un gros plus pour avoir beaucoup d'autres options. Là. Il y en a quelques-uns des naturaux qui ont vraiment pris le coup de main et qui comprennent bien. Ils ont des super de beaux résultats. On fait des produits vraiment top qualité. Là. C'est vraiment juste ça qu'on fait. Fait que du coup, ils aiment ça. D'habitude, ils adorent travailler avec nous. Puis ils découvrent une partie de la naturopathie qui, souvent, ils ignoraient, en fait. Ils ne savaient pas à quel point. Ils ont déjà entendu parler de la propolis pour la grippe, des choses de même. Ouais. Mais les utilisations plus complexes, ça, très rares sont ceux qui les connaissent. Là. Écoute, je te remercie beaucoup de ta participation. Merci, C'était Jonathan. une discussion très agréable. Souvenez-vous, chaque parcours est unique et chaque réussite commence par un premier pas.